Et commençons par une courte vidéo de Trump lors d'une conférence de presse cette semaine où il parle de la question de savoir qui contrôle le détroit d'Ormuz. Le détroit. La nuit dernière, beaucoup de bateaux l'ont emprunté. Nous avons la possession, le contrôle total du détroit. Enfin, en dehors des nuisances, et il y a des nuisances quand ils tirent un drone de temps en temps, tout le monde ne va pas forcément y passer, mais ils passent. D'accord, quelle est donc votre réaction à ces propos? J'en suis convaincu. Non, je veux dire, évidemment, c'est complètement faux. Et c'est juste que je pense que la plupart des gens voient bien que c'est faux. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment de savoir qui a... Je veux dire, lui non plus n'en a pas le contrôle physique. Ils ont imposé un blocus sur un blocus. Ça n'annule pas le blocus initial. Ça cherche simplement à accroître la responsabilité et à limiter la capacité de l'Iran à contrôler pleinement le mouvement de ses propres marchandises. Mais ça n'empêche pas les restrictions sur d'autres marchandises à destination d'autres lieux, ce qui est l'impact principal du blocus du détroit d'Ormuz. Mais oui, ce n'est pas impossible. Mais je pense que, disons-le comme ça, tout dépend de la probabilité et de la capacité des Américains à changer le fait qu'ils contrôlent ce point de passage majeur dans le monde. Et c'est une zone fermée. Ce n'est donc pas comme le blocus du Yémen. Enfin, on pourra parler de la question du Yémen dans une minute, mais il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. Et puis, il pourrait tenter d'en prendre physiquement le contrôle, ce que plusieurs nations ont déjà essayé de faire. Mais ça ne changerait pas le fait que les grands navires doivent passer par un couloir étroit, ce qui peut aussi constituer, ne serait-ce qu'un peu, une vulnérabilité. Donc, il coule un ou deux navires. Ça fait exploser les responsabilités. Et seule une poignée de compagnies d'assurance accepterait d'assurer le transport des marchandises. Donc oui, je veux dire, tout cela est lié à beaucoup de facteurs différents. Et nous pouvons, je pense qu'il est pratiquement impossible de prendre le contrôle de ça, à moins qu'ils ne prennent le contrôle de tout l'Iran. Ce qui est aussi très difficile, parce que c'est essentiellement une forteresse. Géographiquement, c'est très difficile à pénétrer. Ils sont donc vraiment dans une impasse en ce moment. Et je pense que ça va de mal en pis. Et les Américains, et Trump en particulier, ne savent pas quoi faire. Très bien. À propos de votre analyse sur ce sujet, en mars dernier, vous avez écrit sur X « Le détroit d'Ormuz est fermé. Les États-Unis et Israël disent qu'ils vont le rouvrir. Ils ne le peuvent pas et ils ne le feront pas. Quand le Yémen a bloqué le détroit de Bab el-Mandeb, l'Occident a essayé de le sécuriser. 2 ans, 2 guerres, 2 présidents, 20 partenaires, aucun contrôle. » Fin de citation. Alors pouvez-vous développer ces propos? Oui, d'accord. Donc, quand le génocide commence, en octobre 2023, puis qu'en novembre, vers la mi-novembre 2023, c'est un vrai rappel des faits, mais je suis sûr que les gens connaissent. Le Yémen prend le contrôle. Ils ont quelques hélicoptères, ou un hélicoptère et quelques bateaux, et ils prennent le contrôle du Galaxy Leader. C'est donc un porte-conteneur détenu par des Israéliens qui traverse le détroit de Bab el-Mandeb. Le détroit de Bab el-Mandeb, c'est la mer Rouge. C'est le point d'accès depuis l'océan Indien vers la Méditerranée. Ensuite, on passe par le canal de Suez et on arrive en Méditerranée. C'est donc un point d'entrée crucial. Mais il a 2 points d'entrée, contrairement par exemple au détroit d'Ormuz, qui est le seul point d'entrée du Golfe Persique. Donc, ce blocus, il faut se rappeler que le Yémen est un pays extraordinairement pauvre. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde et ils n'ont pas de marine permanente. Ils n'ont pas de véritable marine. C'est donc la première fois dans l'histoire qu'un blocus est maintenu
par une force qui n'a pas de marine. Et c'est important. Il y a deux raisons à cela. J'ai publié, je ne sais plus, il y a 6 mois, un article dans Antipode, une revue de géographie en quelque sorte, qui analysait cela. On voit donc qu'il y a deux raisons. Premièrement, il y a l'accès à des drones et à des missiles assez efficaces, et même à des missiles balistiques. Beaucoup étaient produits localement, dans des sortes de bases créées avec l'aide de l'Iran et dans une certaine mesure de la Russie. Et ces bases, ces installations souterraines, fabriquaient des drones et des missiles capables de tirer de façon assez incessante. C'est en partie cela. Et c'est aussi le fait que, sur 40 ans, il y a eu une consolidation, vraiment depuis la conteneurisation des années 60. Cela s'est accéléré dans les années 80, avec ces sortes d'immenses navires, rendus possibles par la recherche d'efficacité. Ces navires sont très efficaces, très rentables. Cela a conduit à une concentration du transport maritime. Aujourd'hui, environ 8 à 10 compagnies maritimes possèdent près de 90% de l'ensemble du transport maritime. 90% de tout le commerce mondial est acheminé par voie maritime et 90% de ces navires sont contrôlés par 10 entreprises. Donc, en pratique, 10 entreprises contrôlent tout cela et une grande partie est regroupée au sein de 3 alliances. Vous avez donc ces navires gigantesques, extrêmement efficaces. Par exemple, je sais que je parle trop vite, on me l'a déjà dit, les navires sont mesurés selon une unité appelée EVP, les équivalents 20 pieds. En 1987, le plus grand navire pouvait transporter 4500 EVP. Aujourd'hui, c'est 5 fois plus. Cela les rend très efficaces, mais cela signifie aussi que les responsabilités potentielles sont astronomiques. Un seul navire peut coûter 100 millions de livres, de dollars, peu importe. Et créer des liaisons maritimes entre les pays coûte des milliards. Ces navires transportent donc des cargaisons d'une valeur énorme. Cela renchérit les coûts. Mais les navires eux-mêmes coûtent aussi plus cher. Donc les responsabilités sont considérables, tout comme les assurances qui y sont liées. Ce n'est donc pas forcément que ces compagnies maritimes ne voulaient pas transporter ces marchandises. Elles auraient peut-être voulu le faire, mais elles n'auraient pas obtenu d'assurance. On voit donc les grandes compagnies d'assurance cesser d'assurer ces navires après que quelques compagnies maritimes ont été touchées. Les États-Unis proposent d'escorter certains de ces navires. Maersk accepte au départ, puis ils sont bombardés. Et Maersk dit alors « Non, nous ne le ferons pas ». Donc, toutes les grandes compagnies maritimes disent en décembre 2023 et janvier 2024, nous n'allons pas expédier de marchandises. Même des compagnies pétrolières comme BP disent nous n'allons pas les transporter. Et donc, on assiste en gros à un arrêt complet. Surtout qu'ils élargissent cela, pas seulement à Israël, mais à toute entreprise, aux entreprises américaines, à toute compagnie maritime qui soutient le génocide. Une fois que cela se produit, les Américains, menés par Biden, mettent en place cette opération, Prosperity Guardian. C'est le plus grand déploiement naval depuis la Seconde Guerre mondiale. 20 pays, vous savez 4 ou 5 d'entre eux, je crois, y participent anonymement, s'engagent. Enfin, on sait lesquels. L'Arabie Saoudite et les États du Golfe, comme les Émirats Arabes Unis. Cet État visionnaire, bien sûr. Et puis, peut-être qu'il y a une certaine pression pour dire ça. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Non, je comprends tout à fait. J'aurais dû le dire. Tout le reste de ce que vous avez dit était incroyable. Je voulais juste souligner que ce n'est pas très... C'est visionnaire. Ils rejoignent donc l'opération Prosperity Guardian, et c'est un échec total, n'est-ce pas? Vous avez les 20 pays les plus riches du monde, dont la Grande-Bretagne, qui bombardent et tentent de briser ce blocus économique mis en place pour arrêter le génocide. Et ils échouent. Ils échouent, puis ils arrêtent. En pratique,
ça s'étiole peu à peu. Le blocus est maintenu. Ensuite, Trump arrive. Lui aussi déclenche une guerre contre le Yémen. Le seul pays à les soutenir, bien sûr, c'est la Grande-Bretagne. Bien sûr. Et eux aussi échouent. Et ce qu'il est important de voir ici, c'est que Trump signe l'accord avec le Yémen, l'accord de paix, sans même aller. Et on le voit avec l'accord de cessez-le-feu qu'ils ont conclu avec l'Iran. Il ne parle même pas à Israël. Il ne les prévient même pas, apparemment. C'est ce qui ressort des fuites qui ont été publiées. Et le cessez-le-feu ne prévoit pas la protection des navires israéliens. Il prévoit uniquement la protection des navires américains. Donc on voit déjà là les prémices de ce qui pourrait se passer avec l'Iran, potentiellement, n'est-ce pas? Alors, ce qui s'est déjà passé avec l'Iran, et bien sûr, les Américains et les Israéliens ont rompu ce cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu initial avec l'Iran, ce n'était pas, vous savez, même lors de la conférence de presse qu'ils ont tenue devant le château de Versailles, quand on a interrogé Trump à ce sujet, c'est l'accord avec l'Iran, on lui a demandé « Et Israël ?» Il a répondu « Oh non, on va leur envoyer l'accord. » Donc on voit bien que même si les motivations pouvaient être en grande partie liées au rôle important d'Israël, le cessez-le-feu lui-même ne les incluait pas et les en écartait, en quelque sorte. Mais quand ils ont signé l'accord, c'est parce qu'ils dépensaient tout leur... Cet été-là, en 2025, une analyse du New York Times disait que les Américains étaient terrifiés à l'idée d'épuiser tous leurs missiles, parce qu'ils en auraient plus si quelque chose éclatait en Chine. Ils ont donc fait en sorte que ces deux blocus, ces deux guerres, soient un échec. Et ils continuent de bloquer, encore une fois, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et il y a deux aspects. D'une part, l'accès accru à ce type d'armement, qui est très récent, mais aussi l'évolution de la composition du capitalisme maritime. Et on le voit aussi à l'été 2024, le port d'Eilat, qui est l'un des 3 principaux ports d'Israël, a déclaré faillite à la Knesset. Et c'est le seul port qui donne sur la mer Rouge. Et c'est un port de correspondance. Un port de correspondance, c'est un port qui, en quelque sorte, est relié à... Il dispose de beaucoup de moyens. Vous savez, il y a le train, l'avion, les bus, tous les moyens de faire sortir les marchandises très rapidement. C'est un port assez complexe. C'est un port développé. Ce n'est pas un port en eau profonde. Or, les ports en eau profonde, ce sont ceux de Haïfa et d'Ashdod. Ashdod a une capacité minimale, surtout parce qu'il est proche de Gaza. Haïfa, en revanche, est le principal port. Et nous savons qu'avec la concentration des activités portuaires dans les années 1980, il y avait 6 ports à travers Israël. En 2006, lorsque la guerre avec le Hezbollah commence, le Hezbollah attaque Haïfa avec succès. Et juste après, un rapport publié en Israël décrit une sorte de scénario d'horreur. Si Haïfa est paralysé, on se retrouve dans une véritable situation de fin du monde. C'est donc l'une des raisons qui ont motivé la construction et l'extension du dôme de fer. Ils se sont dit c'est un vrai problème. Ça avait déjà commencé, mais le dôme de fer a été déployé en 2007, je crois. Donc ces choses-là sont très présentes dans les esprits. Vous voyez, même lorsque l'Iran bombarde Israël, Haïfa et le port de Haïfa en constituent une cible majeure, parce que c'est une vulnérabilité essentielle. Précisément parce que ces énormes navires, on appelle ça le tirant d'eau, la distance entre l'eau et la base. Ils ont donc besoin d'un très grand tirant d'eau. Et cela peut se faire par dragage, mais c'est aussi une question écologique. Vous savez, c'est une question géographique. Il faut donc que les conditions soient réunies pour qu'il y ait ces ports en eau profonde. Et Haïfa est un port en eau profonde. Ces navires gigantesques ne peuvent accoster ou être amarrés que dans ces ports en eau profonde. Depuis la conteneurisation, cette concentration accroît l'efficacité, les profits et la concentration.
Mais elle intègre aussi des vulnérabilités, celles que vous voyez aujourd'hui être exploitées. De la même manière, si vous regardez ce qui s'est passé au Venezuela, les Américains utilisent une forme classique de choc et d'effroi. Assassinat, bombardement, enlèvement, peu importe. Cela a marché pour eux, à des degrés divers, depuis au moins 3 décennies. Ils essayent ensuite d'appliquer à l'Iran cette stratégie utilisée au Venezuela. Et l'Iran reprend la stratégie de Bab el-Mandeb au Yémen et l'applique à la conjoncture actuelle. C'est précisément en raison de la mondialisation et de l'intégration du capitalisme lui-même qu'apparaissent ces vulnérabilités. Les Iraniens peuvent en substance perturber efficacement ces circuits du capital, surtout à ce nœud crucial. Cela aurait été beaucoup moins efficace, disons, il y a 30 ou 40 ans. La concentration du secteur de l'assurance, la concentration du transport maritime, la concentration des ports, c'est cela qui crée ce type de vulnérabilité. Mais cela signifie aussi que cela affaiblit la puissance de cette forme de choc et effroi que les Américains ont déployée. Wow. Qui aurait cru quand vous avez écrit là-dessus, le Yémen et le transport maritime prendraient une telle importance dans l'actualité mondiale? Enfin, peut-être que vous le saviez, vous, non? Moi, je le savais. Non, je ne dis pas que je le savais. En fait, j'avais cette note de côté. J'ai proposé l'article après coup, en disant voilà ce que les Américains vont probablement faire dans cette zone et dans le détroit d'Ormuz. Et voilà comment la composition évolue, etc., etc. Et puis ça s'est produit. Évidemment, la vraie tragédie là-dedans, ce n'est pas mon livre. C'est qu'on se dit maintenant, bon, j'aurais dû sortir le livre plus tôt. Mais je travaille toujours dessus. Sauf que maintenant, il s'agit davantage de décrire ce qui s'est passé que de prévoir ce qui allait se passer. Vous pourriez avoir une séquence au début du genre « ma prédiction juste ». Je pourrais, oui, je pourrais, parce que l'article était sorti avant. Et je me dirais, si seulement les gens avaient lu mon article. Enfin, ça n'aurait rien changé, mais ça leur aurait permis de se dire « Ah, c'est le jour ». Il faut que tu le sortes. Je sais que tu es perfectionniste, ça dit. Oui, non, je ne le suis pas. C'est juste que je l'ai lu 2 ou 3 fois et je l'ai publié, voilà. Non, je veux dire, vous êtes sur le point de publier le livre. Oh, pardon. Oui, le livre devrait être terminé dans les 2, 3, 4 prochains mois peut-être. Mais bon, la guerre est toujours en cours, vous savez. Et puis il y a la post-production, enfin tout ça. Donc, peut-être vers le milieu de 2027. D'accord, oui. Je sais que tout le monde est suspendu à l'attente du livre. Nous sommes là. Oui. Bien.